pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Alors, on ne peut pas mettre une infinité d'argent dans le transport collectif. Donc, il faut trouver des nouveaux moyens. À un moment donné, il faut sortir de ce débat-là de déficit puis qu'on n'a plus d'argent. On parle de la congestion routière dans la région métropolitaine. Là, c'est 1,5 à 2 milliards de pertes. 30 des prestataires n'ont pas de contraintes à l'emploi. On propose de passer d'un régime punitif à un régime plus humain. Voici Patrick Lagacé. Jeudi le 12 septembre 2024. Merci d'être là. On vous accompagne jusqu'à 10h. Vous pouvez nous écrire au 985 mon courriel patrick@985fm.ca. Je commence avec une météo. Aujourd'hui, beau et chaud, quelques nuages, 25 degrés. Après, mais c'est pas compliqué jusqu'à mardi. Les prévisions météo, c'est du beau temps, quelques nuages. Demain, vendredi, samedi, dimanche, beau soleil, pas de nuages, pas de pluie à l'horizon non plus, 28 degrés chaque jour ou presque jusqu'à dimanche. Je commence avec une histoire d'exploration spatiale parce qu'on vit des moments historiques. C'est une journée historique dans le domaine spatial. 4 personnes, 2 employés de SpaceX, la compagnie de Elon Musk, et 2 touristes spatiaux, un pilote et le commandant, un passager qui est milliardaire, ont quitté la Terre dans une fusée privée il y a quelques jours. Et dans quelques minutes, 2 membres de cet équipage vont faire une sortie dans l'espace, loin en orbite, 3 fois plus haut que la Station spatiale internationale. C'est historique parce que c'est la première fois que des touristes spatiaux vont faire une telle sortie dans l'espace, dans le cadre d'une mission privée. Et c'est aussi la sortie d'astronautes la plus éloignée de la Terre. On va y revenir tantôt. Fred va nous en parler. On va recevoir aussi un expert. On revient sur Terre. Dans l'actualité, dans le Journal de Montréal, on apprend que le gouvernement du Québec veut faciliter votre vie de consommateur. Le gouvernement Legault qui va déposer un projet de loi pour faciliter la vie des gens qui vont à l'épicerie, qui vont au restaurant, etc., sur 2 fronts notamment. Et le gouvernement veut revenir à la base. Premier front, c'est les pourboires. Les pourboires, surtout dans les restaurants. Je sais que c'est un peu fatigant pour beaucoup de gens d'arriver au terminal de paiement et de voir les options de pourboire là, qui sont souvent à 18 20 même 25 de suggestions, avec des encouragements aussi, avec des emojis, avec des commentaires. Donc, si vous donnez 20 vous êtes extraordinaire, etc. On le sait, là, bien souvent, ces options-là, c'est après les taxes, alors que le pourboire devrait s'appliquer avant les taxes. Eh bien, le gouvernement veut, je cite, un meilleur encadrement des suggestions de pourboire dans les commerces. On veut aussi agir sur la description des prix à l'épicerie, que ce soit plus visible, plus simple dans les rayons, notamment quand on suggère d'acheter plusieurs unités d'un article, genre 3 pour 10 $, on voudrait, là, dans ce projet de loi, que le prix à l'unité soit plus clair si on n'achète pas tout ce qui est suggéré. Donc, il y a cette volonté là, au gouvernement du Québec de revenir sur le concret, d'agir dans le quotidien du monde. Je pense que c'est bien correct, mais juste un commentaire sur les pourboires. Entre vous et moi, il y a aussi, quand vous arrivez pour payer, il y a l'option de choisir le montant du pourboire sur le terminal. Aussi, de ne pas en donner. C'est possible aussi, dans son libre arbitre, de se dire « je vais donner moins que ce qui est suggéré » ou « je vais même ne pas en donner ». Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une loi pour encadrer la relation entre le consommateur et l'option pourboire du terminal de paiement au restaurant? Il me semble que c'est pas à l'État de gérer mes malaises, ma gêne et d'encadrer là, cette relation-là. Personnellement, je trouve que c'est un peu exagéré, mais en même temps, je ferais remarquer, je vais tomber un peu dans la sociologie ce matin, là, c'est très québécois. Parce que, on veut pas de chicane, donc exprimer son malaise, son insatisfaction, c'est pas dans notre ADN. Et 2, on se retourne vers qui? Quand on a ce genre de situation-là, on se retourne vers l'État pour agir pour nous. Toujours dans le Journal de Montréal, il y a une bombe dans le monde politique. Les caquistes vont être un peu sonnés ce matin. Il y a le député Yuri Chassin, qui est un député du gouvernement, qui sonne les cloches de son équipe dans une lettre ouverte. Le titre, « La CAQ doit se ressaisir maintenant ». Et le député Chassin somme le gouvernement Legault de cesser de dépenser. Il accuse son propre camp d'avoir jeté de l'argent sur les problèmes plutôt que de faire les choses différemment. Yuri Chassin, il est de l'aile conservatrice de la CAQ. C'est un ancien
de l'Institut économique de Montréal qui trouve que l'État est trop gros. Il n'a jamais été fait ministre, M. Chassin. On peut penser que ça libère la parole de savoir qu'on ne sera jamais sur le premier trio en politique, mais quand même, il rappelle certaines vérités qui dérangent. Il rappelle, M. Chassin, d'abord, le lourd fardeau fiscal des Québécois, le déficit qui est à 11 milliards. Il critique aussi les dépenses qui explosent, qui ont explosé depuis plusieurs années. Il dit, je cite, là, « Nous sommes allés au bout du modèle bureaucratique québécois ». Vous devinez bien que je vais en reparler avec Jonathan à 7 heures. Il a quelques éléments de coulisses, les dessous de cette lettre-là. Pas sûr que François Legault va aimer cette sortie de son député, M. Chassin, mais en même temps, au-delà de la discipline de parti, au-delà du fait que, bon, il va tirer contre son camp, M. Chassin, je pense qu'on peut se réjouir de temps en temps de voir que des députés ne chantent pas toujours la chanson de leur parti. Et je pense aussi qu'il pose des questions qui s'imposent. Allez lire sa lettre, c'est dans le Journal de Montréal. Je reste sur le thème de la bureaucratie. Il y a une excellente chronique à lire dans la presse aujourd'hui sous la plume de Maxime Bergeron, qui, lui, met son regard sur la bureaucratie municipale. Il revient sur cette histoire dont on vous a parlé avec Luc Ferrandez un peu plus tard cette semaine. Il y a un inspecteur de l'arrondissement Ville-Marie qui est allé mesurer les plantes sur les terrasses des restos dans le village gay cet été. Et il en a trouvé qui étaient trop hautes. Il y a un règlement municipal, là, figurez-vous donc, sur la hauteur des plantes. Et ça, Luc Ferrandez nous expliquait que c'est parfait, c'est désigné quand il y a des terrasses qui sont sur rue et qu'il peut y avoir des véhicules automobiles qui passent à côté des terrasses. Mais je veux juste rappeler que dans le village gay, sur Sainte-Catherine, c'est piétonnier. Il n'y a pas de voiture. Donc, le règlement est un peu caduc. Pas grave. On l'a appliqué de façon très, très rigide. C'est Marie-Laurence Deleney qui avait sorti cette nouvelle-là dans le Journal de Montréal à la base. Et Maxime Bergeron, chroniqueur de la presse, note ceci. Il dit, au-delà de l'absurdité de la chose, de mesurer des plantes comme ça, d'écœurer les commerçants, noter qu'elles sont trop hautes, sortir le tape à mesurer pour voir c'est quoi la hauteur de ces plantes-là, il souligne, Maxime Bergeron, que la Ville a embauché 2500 employés de plus ces dernières années. Question qu'il pose et que je vous pose, est-ce que ça paraît? Est-ce que ça paraît sur la propreté de la Ville, sur la mobilité? On sait, les chantiers sont partout. La coordination entre les chantiers n'est pas toujours très, très bonne. Est-ce que ça paraît dans les services aux citoyens? Moi, je vis à Montréal. Je suis un contribuable montréalais. J'ai choisi d'habiter à Montréal. Et comme personne qui vit ici 24 heures sur 24, la réponse, c'est non. Pas pantoute. Dans mon quotidien, je ne vois pas qu'on a embauché 2500 employés de plus. Ce que je note, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de cadres qui ont été embauchés. Ce que je note, là, c'est qu'il y a beaucoup de cadres qui ont reçu leur boni même les années où ils ne devaient pas en recevoir. Il n'y a pas de problème à embaucher des employés. Est-ce que ce sont des employés qui sont dans les services directs? Il faudra aller voir dans les structures. Et il faut rappeler aussi qu'au gouvernement du Québec, et là je rebondis sur ce que M. Chassin a dit, on a beaucoup embauché aussi dans les dernières années. On a embauché dans la fonction publique, mais aussi dans tout ce qui est parapublic. Je voyais dans le Journal de Montréal il n'y a pas longtemps, dans les cégeps, on a embauché beaucoup de cadres. Bref, pitcher de l'argent sur les problèmes, c'est vrai que c'est la chose facile à faire. Réorganiser, supprimer des programmes, supprimer des structures, les supprimer, là, pas juste les réorganiser, réaffecter des employés, avoir moins de boss et plus de bras sur le terrain, ça, c'est difficile. Dans la même veine ironique, disons, là, dans la presse, il y a une petite nouvelle. Les bibliothèques publiques de Rosemont vont supprimer l'heure du compte, vont supprimer des activités de bricolage. Pourquoi? Bien, parce qu'on manque de cash. Un mot sur le conflit de travail possible à Air Canada, possibilité de grève ou de lock-out. On en a parlé souvent à l'émission ces derniers temps. Là, la négociation entre Air Canada et les pilotes, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Et là, Air Canada souhaiterait que Ottawa, le fédéral, impose l'arbitrage exécutoire, un peu comme Ottawa l'a fait dans le secteur du transport ferroviaire. Le gouvernement fédéral a déjà annoncé ses couleurs, a dit « ça n'arrivera pas ». Je pense que c'est une bonne réponse. Écoutez, pour le transport aérien, il y a d'autres options. C'est dérangeant pour la clientèle, c'est vrai. Pour le rail,
il n'y a pas d'autres options. Si vous voulez expédier du minerai, du bois, des vêtements, des composantes de machinerie, il n'y a pas d'autre façon de le faire ou presque, là. En fait, de le faire rapidement. Et c'est pour ça qu'Ottawa a imposé l'arbitrage exécutoire il y a 2 semaines. Je rappelle que la date pour le conflit de travail appréhendé à Air Canada, c'est le 17 septembre. Donc, renseignez-vous sur les vols que vous pouvez reporter, que vous pouvez annuler selon certaines conditions. Je veux revenir sur cette histoire dont on a parlé un peu plus tôt. C'était lundi, la saga de l'école Lavoie dans Côte-des-Neiges. L'enseignant stagiaire Francis Richer a raconté son histoire d'abord à Mylène Moisan dans le journal Le Soleil. Il est allé en stage dans cette école secondaire. Il a subi des manifestations d'homophobie de la part d'élèves, des jeunes élèves là, du premier cycle du secondaire. On a souhaité sa mort, on a ri de lui parce qu'il est homosexuel, etc. Tout ça, c'était sur un forum de discussion privé qui fait partie des infrastructures informatiques de l'école. On l'a reçu à notre micro. On va écouter un extrait de ce qu'il nous avait dit. De dire que, par exemple, le phénomène LGBTQ+, peut être nié carrément. Donc, partant de là, c'est certain qu'il y a une certaine forme d'éducation à faire, ce qui est tout à fait normal. Par contre, quand ce genre de situation se produit, où on vit de pareilles violences, et là, écoutez, c'est adressant envers un membre du personnel. Là. Si les élèves osent faire ça, j'ose même pas imaginer ce que les autres élèves subissent dans l'ombre. Le Centre de services scolaires de Montréal, on l'a contacté, il nous a dit être surpris de la sortie de M. Richer. On dit, écoutez, à l'époque, l'enseignant stagiaire avait été satisfait de notre intervention, de notre réponse, de l'intervention de la direction. Parfait, c'est noté, sauf que l'enseignant stagiaire Richer peut fort bien avoir changé d'idée. Tu regardes dans le rétroviseur et tu te dis, ouais, je pense pas que ça a été super bien géré, donc il a le droit de sortir comme ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, a rebondi là-dessus sur ses réseaux sociaux dans un long message. Il a pris la défense des personnes qui sont d'orientation sexuelle comme M. Richer. Il rappelle aussi certaines valeurs de tolérance de base. Et là, je mets des gants blancs, mais j'en mets pas tant que ça. Il faut quand même appeler un chat un chat. Il peut y avoir de l'intolérance partout. Mais dans les écoles multiethniques de Montréal, il n'y a pas, disons, la même ouverture que ce qu'on peut constater dans la population en général. J'en ai parlé quand M. Richer est venu à notre micro. En 2023, il y a un documentaire qui est sorti, qui a été diffusé sur UniTV. Il est encore disponible. C'est de Manuel Foglia. Ça s'intitule « Garçon, un film de genre ». Emmanuel Foglia a fait un documentaire en suivant les jeunes de 2 écoles, de Matane et de Montréal, sur leur perception face au genre, face à la masculinité, face aux orientations sexuelles. Et disons que ça fessait. On peut penser qu'à Matane, il n'y a pas beaucoup de tolérance face à ces enjeux-là, à ces réalités-là. C'était tout le contraire. C'est dans l'école à Montréal où il y avait, disons, la plus grande réserve, la plus grande frilosité, parfois la plus grande hostilité. Et la différence, c'est que dans l'école à Montréal, beaucoup de jeunes dont les parents sont issus de l'immigration, qui viennent de cultures où l'homosexualité, par exemple, n'est pas très tolérée, ça se répercute dans les valeurs. Et M. Saint-Pierre Plamondon s'est inquiété de tout ça. On va revenir là-dessus avec le chef du PQ un peu plus tard à l'émission, puis je vais vous faire écouter aussi des extraits de ce documentaire de Manuel Foglia. Il faut parler de transport aussi aujourd'hui. 2 nouvelles sur le transport qui sont apparues sur les radars dans les dernières heures. D'abord, Exo, l'organisme là, qui gère les trains de banlieue, c'est Radio-Canada qui a sorti ce scoop-là hier. Exo songe à mettre fin à 3 liaisons de trains de banlieue dans la région de Montréal. Il y en a 5, donc il en resterait seulement 2. Tout ça pour sauver 21 millions de dollars par année. Les 3 lignes en question, Mascouche, Candiac, Mont-Saint-Hilaire. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de décision qui est prise, mais c'est un scénario qui est à l'étude. Thomas Gerbet a sorti cette nouvelle-là le jour où il y a des maires de la Rive-Nord là, qui allaient à Québec pour réclamer plus de transport intercité sur la Rive-Nord. Et là, je regardais les trajets de ces 3 lignes en question, Mascouche, Candiac, Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire, vers Montréal. Je comprends que Mascouche, la ligne Mascouche est à 20 de son achalandage si on compare à 2020. Mont-Saint-Hilaire, c'est 35 Candiac, c'est 53 Mais il y a quand même des milliers de personnes qui prennent ces trains de banlieue pour aller
à Montréal, revenir de Montréal. Si ces lignes de train sont sacrifiées selon le plan qui est à l'étude, là, ce serait des autobus qui pourraient desservir ces liaisons-là. C'est pas mal moins intéressant. Juste souligner une affaire, quand on regarde la carte, on est en territoire caquiste. On est en territoire caquiste solide. Je comprends que l'achalandage a baissé, mais il y a quand même encore des milliers de personnes qui prennent ces trains-là. Ça va être très intéressant de voir la réponse de la CAQ. Est-ce que la CAQ veut faire de tout ça un enjeu électoral? L'élection s'en vient dans 2 ans, mais il y a une partielle dans Terrebonne et la ligne Mascouche passe par Terrebonne. Il y a des questions qui vont se poser là-dessus. Je ne suis pas sûr que la CAQ va vouloir que pour 21 millions, ça devienne un enjeu, une épine dans leur pied. J'entendais tantôt Mme Guilbeault qui disait qu'il n'y a plus d'argent. C'était sa réponse au maire de la Couronne-Nord. Mais quand même, quand on y pense, aujourd'hui, en 2024, je comprends qu'il y a eu une baisse d'achalandage, mais si vous coupez la ligne au complet, il y en aura encore moins. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? On en parlait avec Stéphanie Gagnon tantôt. Il y a des gens qui ont décidé de s'établir dans certains quartiers en sachant qu'il y a un train de banlieue. Pour eux, c'était une certitude. Donc, il y a ça. Et si ces gens-là se font dépouiller de la ligne de train de banlieue, que vont-ils faire? Il y a fort à parier qu'ils vont prendre leur char. On parle de congestion, bien, ça va faire des milliers d'autos de plus qui vont converger vers Montréal. Deuxième histoire de transport public, je vous le disais, ce sont ces maires de la Côte-Nord, de la Couronne-Nord, pardon, là, qui ont mis le cap sur Québec hier. C'est un coup médiatique, il faut se le dire. Je voulais dire à la ministre Guilbeault, on veut du transport public, des autobus dans nos villes et entre nos villes, pas nécessairement pour aller à Montréal. Ça nous nuit au chapitre du développement économique. Bien, la mairesse, la ministre, pardon, vous l'avez entendu, Mme Guilbeault, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, la caisse est vide, on a un déficit de 11 milliards, il y a des priorités. Et encore là, je le souligne, ce sont des maires de comtés principalement caquistes qui ont fait cette sortie-là. Ce qui va être intéressant dans le prochain cycle électoral, ça va être de voir, est-ce que le transport en commun, c'est un enjeu qui peut faire bouger l'aiguille électorale? On en parle beaucoup, les gens en veulent, mais est-ce que c'est à ce point concret dans la vie des gens pour qu'ils votent d'un côté ou de l'autre? Juste rappeler que sur l'environnement, on dit que c'est une priorité, mais je n'ai pas encore vu un gouvernement au Canada qui a été élu ou qui a été battu dans les provinces ou au fédéral sur la question de l'environnement. Tant qu'à être sur les enjeux de transport, je souligne qu'à Québec, le maire Marchand a tranché, il était avec nous lundi dernier, disait qu'il réfléchissait encore à la question de la taxe sur l'immatriculation. C'était à 30 $ par année depuis des années. Il va l'augmenter à 90 $ par année, donc 3 fois plus. En termes de pourcentage, c'est une plus grosse hausse que ce que les gens de la communauté métropolitaine de Montréal ont imposé. On le sait, au printemps, c'est passé de 59 $ à 150 $ à compter du 1er janvier 2025. On reste sur les routes. Bilan autoroutier à Montréal, c'est dans la presse aujourd'hui, bien, ça s'aggrave. Le SPVM qui a publié des chiffres, là, on dénombre cette année, en 2024, 14 décès dans les rues de Montréal contre 11 à pareille date l'an dernier. Quand on dit que c'est de plus en plus dangereux pour les piétons sur les routes, de plus en plus dangereux pour les piétons à Montréal, ça se vérifie dans les statistiques. Et pour les blessés graves dans les 6 premiers mois de l'année, 74 blessés graves contre 47 en 2023 à la même période. C'est pas le double, mais c'est pas loin d'être le double. On a aussi une hausse importante des cas d'arrestation pour de la conduite dangereuse. Sinon, il y a le gouvernement du Québec, Mme Chantal Rouleau, ministre de la Solidarité sociale, qui veut pousser des assistés sociaux à travailler. On estime là que des ajustements au programme Objectif Emploi pourraient pousser entre 7 000 et 8 000 prestataires de l'aide sociale à retourner sur le marché du travail. Dernier papier dont je veux vous parler, c'est dans la presse à la une aujourd'hui. Autre histoire de cohabitation difficile entre des sans-abri et des résidents. Donc là, on parle d'une histoire épouvantable. Il y a un centre d'aide aux itinérants de Hochelaga-Maisonneuve qui est sur le même terrain qu'une garderie. Peut-être pas une super bonne idée d'avoir ces deux types de services là, en grande proximité comme ça. Et il y a une mère qui témoigne. Elle a appelé au 911. Elle marchait sur le trottoir avec son enfant de 4 ans, son fils de 4 ans, et se sont fait cracher dessus par un itinérant. Le petit en a reçu aussi. Désolé si vous êtes en train de déjeuner, mais c'est ça la réalité dans certains quartiers de Montréal où il y a des centres pour sans-abri. Bien, elle a appelé la police. Le type a été arrêté. Le centre d'aide aux itinérants lui dit, écoutez, on l'a expulsé, ce gars-là.
il n'est plus dans notre centre, sauf que il continue à se tenir pas loin et ça a dérapé comme ça. Et pendant ce temps-là, toujours dans la presse, il y a M. Robert Baudry de l'équipe de Mme Plante qui nous explique qu'il faut accepter qu'il y a des centres de sans-abri un peu partout, qui soient répartis un peu partout sur l'île, qui nous dit qu'il faut accepter de voir la pauvreté, la détresse, etc., etc. C'est le même discours, toujours le même. Ça existe, il ne faut pas détourner le regard. Écoutez, c'est un beau principe en théorie. J'ai bien hâte de voir. Je parlais d'échéance électorale pour le transport en 2026 au Québec. Il y a une élection municipale en 2025. Un peu partout à Montréal, il y a un ras-le-bol. Les gens comprennent la détresse humaine. Les gens trouvent ça moins drôle quand la détresse humaine vient déféquer sur leur balcon, quand les enfants se font cracher dessus. Et il y aura peut-être aussi pour Projet Montréal un certain réveil aux élections. On verra si c'est à ce point important dans la vie des Montréalais pour influencer leur vote. Merci d'être là. Fais m'écrire. 985 courriel Patrick @985fm.ca. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. L'histoire de Francis Richer, là, qui est étudiant en enseignement, continue de faire réagir. Il était sur nos ondes un peu plus tôt cette semaine. Francis Richer est homosexuel. Il est étudiant en enseignement. Il faisait un stage dans une école qui s'appelle La Voie. C'est une école dans Côte-des-Neiges, une école multiethnique. Il a été victime de colibets homophobes, victime de menaces aussi. Tout ça se passait sur un site de discussion privé qui est rattaché à l'infrastructure informatique de l'école. Il a pris connaissance de ça. Il s'est plaint. Il y a eu réponse de l'école. Il l'a dit publiquement dans une chronique, d'abord, de Mylène Moisan dans Le Soleil. Ce n'était pas une réponse qui était adéquate, selon lui, de la part des autorités de son école secondaire. Il s'est senti très mal de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a fait une sortie publique. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, a réagi à ces propos-là sur ses réseaux sociaux. Il est au bout du fil. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'histoire de Francis Richer? Qu'est-ce qui vous a poussé à réagir? Le niveau de haine. Donc, Francis le gay va mourir. Fuck les gays, I hope they die. Vive les génocides envers les LGBTQ. Donc, c'est un niveau de haine et de menace à la sécurité de l'enseignant qui ne peut pas être plus élevé que ça. Et donc, c'est l'absence de conséquences ou de mesures pour protéger, d'une part, l'enseignant, mais surtout pour corriger le tir qui m'a convaincu que la classe politique avait une responsabilité de réagir avec clarté sur c'est quoi le contrat social québécois, c'est quoi les fondements au Québec qui nous permettent de vivre dans une société qui est riche et qui est paisible, qui offre de la sécurité. Ça rend le Québec très attirant. Mais à l'évidence, l'école, en ce moment, ne réussit pas à véhiculer ces valeurs-là. Puis si ni la police ni l'école semblent déterminés à réitérer c'est quoi un citoyen au Québec, peu importe nos différences individuelles, si on n'est plus capable de garantir la sécurité et le respect envers des personnes simplement en raison de leurs différences sur le plan sexuel ou n'importe quelle autre différence, on a un sérieux problème. Donc, je me sentais la responsabilité d'intervenir et de tracer une ligne claire sur ce qui n'est pas acceptable au Québec en toutes circonstances. Je l'ai souligné, M. Saint-Pierre Plamondon, quand Francis Richer est venu à notre micro. C'est une école dans un quartier multiethnique. Et si on parle à des enseignants un peu partout au Québec, il y a toutes sortes de problèmes dans toutes sortes d'écoles. Dans les écoles où il y a des enfants de nouveaux arrivants, ce qu'on note, c'est une sorte de régression. C'est-à-dire que l'homophobie, le discours vraiment revanchard sur l'identité sexuelle, etc., l'orientation sexuelle, ça a pas mal plus de droiticité. J'ai pas vu beaucoup de réactions, à part la vôtre. Monsieur Drainville, on l'a invité à venir nous parler. Il n'a pas voulu. Il a fait une courte déclaration là-dessus. Est-ce qu'il y a dans la classe politique, d'après vous, une sorte de frilosité parce que ce sont des enfants d'immigrants? Fort probablement. Il y a aussi du côté de la CAQ, tout simplement, la volonté que les problèmes ne paraissent pas. Là. Il y a une façon de gouverner à la CAQ en fonction de l'image, où est-ce que si ce n'est pas des communications à leur avantage, souvent on les voit disparaître. Faut rappeler que la paix sociale, nous on le prend pour acquis au Québec, mais c'est pas le cas dans la majorité des pays dans le monde.
Et dans plusieurs pays dans le monde, l'intolérance et la haine envers des individus en raison de leurs différences sur le plan de l'orientation sexuelle, c'est la norme. Donc, si nos écoles ne sont plus capables d'intégrer au sens du français puis de la culture, certes, mais intégrer sur le plan de ce qui constitue la citoyenneté québécoise, ce qui, au Québec, inclut clairement le respect et la sécurité de tous les individus, on va avoir de sérieux enjeux et là, c'est pour ça que dans mon message, je parle de mixité dans les classes. Plus de 100 écoles à Montréal ont au moins le 3/4 de leurs élèves qui sont pas nés au Québec. Donc, ça pose cette question-là. Comment intégrer dans le contrat social québécois, dans notre culture de paix sociale, s'il n'y a pas de mixité? Puis je fais référence à un article dans la presse là, qui démontre aussi que, finalement, les écoles développent une homogénéité où une communauté ethnoculturelle ou religieuse devient très, très dominante, en plus que le Québec, en termes de culture et de langue, est de moins en moins représenté parce que les changements démographiques sur le plan d'immigration ont été très saccadés, très, très soudains. Et là, bien, clairement, il y a un problème de planification de l'intégration. Et je pense qu'il faut le soulever sans pointer du doigt en disant qu'est-ce qu'on fait pour que ce qu'on a réussi au Québec puis ce qui garantit notre paix sociale, bien, on réussisse à le transmettre aux nouveaux Québécois et que ce soit ça l'intégration. Moi, de ce que j'ai vu du cas de M. Richer, c'est qu'on a un problème à ce niveau-là. Là. Nos écoles ne sont pas capables d'intégrer. Il faut nommer la discussion, même s'il y a des politiciens, je note le silence de Québec solidaire sur cette question-là à date. Oui, ça peut créer un malaise, mais on a la responsabilité d'initier ce dialogue-là. Si on tient à nos acquis, puis si on tient à notre richesse et à notre sécurité au Québec, il y a des raisons pourquoi le Québec s'est distingué sur le plan de la paix sociale et de la richesse, puis il faut maintenir ces principes-là. Quand j'ai reçu Francis Richer, après l'entrevue, j'ai parlé d'un documentaire qui a été réalisé par Manuel Foglia. Ça a été diffusé sur UniTV et les gens peuvent aller le regarder. C'est encore sur le site de UniTV. Il a suivi 2 écoles secondaires pour explorer les questions de genre, les questions de masculinité, et une école secondaire à Matane, une école secondaire à Montréal. Et c'est à Montréal que les jeunes étaient plus intolérants face à ces diversités. Je vous invite, M. Saint-Pierre Plamondon, à écouter un extrait. C'est un intervenant social dans l'école qui parle justement des questions LGBTQ. Il y a beaucoup d'homophobie, transphobie à l'école. C'est quelque chose qui est très peu accepté. On le voit chez plusieurs élèves. On le voit encore plus chez plusieurs parents qui vont appeler à l'école, qui vont appeler à la commission scolaire, simplement parce qu'à l'Intercom, on a annoncé que ce midi, il allait avoir une rencontre de l'Alliance LGBT. C'est fou quand même. Encore là, je pense qu'on a peur de la distributrice à condom, tu sais, en pensant que tout le monde va coucher avec tout le monde, tout d'un coup. Vous disiez, M. Saint-Pierre Plamondon, qu'il y a peut-être une frilosité. Comment on fait comprendre à des enfants d'immigrants qui ont grandi dans d'autres cultures qu'ici, c'est pas acceptable l'homophobie, c'est pas acceptable la transphobie, c'est pas acceptable de jeter l'anathème sur ces communautés, sur ces individus? Vous me permettrez une réponse nuancée parce que c'est compliqué. Premièrement, l'homophobie, c'est pas que les immigrants, là, donc évidemment, ce sera toujours un enjeu. Moi, on a déjà eu une discussion très animée, vous et moi, sur ce que je qualifie de théorie de gauche radicale. Je vous donne des exemples, là, parce que les parents ont le droit d'avoir des inconforts ou de l'exprimer de manière démocratique là, lorsqu'on interpelle des enfants de 5 ans pour leur demander s'ils sont une fille ou un garçon, puis ça dépend de comment ils se sentent. Lorsque les manuels du ministère de l'Éducation recommandent d'explorer l'identité de genre entre 3 et 7 ans, je pense qu'il y a une dérive dans ce qu'on enseigne, ou à tout le moins, il n'y a pas eu de débat démocratique avant de changer le vocabulaire, d'introduire l'écriture inclusive, d'introduire toutes sortes de nouveaux concepts. Et moi, je peux comprendre que ce soit des parents issus de l'immigration ou des parents qui sont nés au Québec, je peux comprendre en ce moment qu'il y a un malaise. Et moi, je pense qu'on ferait mieux de débattre de ces questions-là de manière ouverte. Ça créerait moins de tension. Je crois à la démocratie sur cette question-là.
Mais dans le cas de Francis Richer, on est complètement ailleurs. On n'est pas dans le débat démocratique de qu'est-ce qu'on enseigne pas et à quel âge. On est dans « on a vu que tu es différent et on souhaite ta mort ». Et là, moi, je comprends pas pourquoi, comme société, on est... En tout cas, je me prends sur moi que, comme société, on soit ultra clair et ultra ferme. On peut avoir des désaccords sur le sens de la religion, sur la philosophie. On peut discuter de ce qui est enseigné ou non, de ce qui est de la science versus ce qui est de l'idéologie. Il peut y avoir des réactions entre les parents, un dialogue donc entre les parents et les enseignants, mais jamais, 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 on va accepter au Québec que la sécurité, le respect qu'on doit envers nos co-citoyens n'existe plus en raison de leur orientation sexuelle. Et ce message-là, clairement, il n'a pas passé. D'ailleurs, dans le documentaire auquel vous faites référence, les jeunes de Matane, ils ont 14 ans, puis ils débarquent, puis ils se font traiter de racistes et de colonisateurs, ils se font insulter par les élèves de Montréal issus de l'immigration. Donc, moi, je pense qu'il y a certaines dérives là, dans ce qu'on enseigne, notamment des pamphlets où est-ce qu'on dit que que le racisme, c'est seulement le fait des Blancs vis-à-vis des gens de couleur, puis que s'il y a des inégalités sociales, c'est forcément parce que la société d'accueil, elle est raciste. Bref, il y a une réflexion à faire sur ce qu'on enseigne, puis ce qu'on ne devrait pas enseigner parce que c'est pas de la science dans les écoles. Mais une fois qu'on s'est dit ça, puis ce débat-là aura lieu de manière paisible et raisonnée au cours des prochaines années, il y a d'autres phénomènes qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire que nos écoles ne semblent pas intégrées à la société québécoise pour garantir les principes fondamentaux qui, eux, ne sont pas en débat, notamment le respect, la sécurité, l'absence de haine, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité individuelle. Moi, je voulais juste que ce soit clair, puis je comprends pas, puis là, je comprends maintenant que les autorités s'activent, mais si le ministre, la police, puis l'école font rien, puis il n'y a aucune conséquence pour personne parmi les élèves ou les parents avec les menaces de mort que je viens de vous lire, on a un fichu problème comme société de mettre nos culottes sur ce qui est fondamental pour notre avenir. Puis c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris les immigrants de première génération qui sont venus chercher au Québec une paix sociale, une prospérité. Les fondamentaux de pourquoi on a une paix sociale, on ne peut pas les abandonner en chemin. Le message est passé. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Je me tourne maintenant vers la ministre de la Solidarité sociale, Chantal Rouleau, parce que la CAQ compte modifier un régime d'aide sociale au Québec, certains programmes pour pousser plus de gens là, à travailler. On estime qu'entre 7 000 et 8 000 personnes pourraient gagner le marché du travail. Madame Rouleau, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, écoutez, j'ai comme l'impression que c'est un panier de crabes que vous ouvrez là, parce que chaque fois que des gouvernements veulent pousser des gens qui sont sur l'aide sociale à retourner au travail, à les accompagner, il y a quand même beaucoup de levées de boucliers. Oui, bon, ben vous dites pousser, mais ce que je préfère comme terme, c'est nettement accompagner, parce que quand j'ai fait la tournée à travers tout le Québec, dans toutes les régions, que j'ai rencontré des centaines de personnes et que j'ai rencontré des prestataires, le mot qui est ressorti le plus, c'est l'accompagnement. Parce que aujourd'hui, 20 ans après que la dernière loi sur l'aide sociale a été mise en place, la loi pour l'aide aux personnes et aux familles. 20 ans plus tard, le portrait a changé. Les personnes qui sont sur l'aide sociale, les prestataires, sont plus éloignés du marché du travail et ont besoin d'aide, ont besoin d'accompagnement pour mieux socialiser puis mieux s'intégrer dans notre société et sur le marché du travail. Parce que c'est par l'emploi qu'on améliore sa condition de vie. Et ça, c'est reconnu partout. Alors, il y a un décalage à l'heure actuelle et c'est ça qu'on veut combler. Alors, on met
tous les efforts nécessaires pour aider les gens à sortir de cette situation-là, parce que être sur l'aide sociale, c'est pas un but en soi. Non, évidemment. C'est une aide de dernier recours. C'est une aide de dernier recours, mais quand même, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler pour plein de conditions physiques, psychologiques, etc. Oui. Il y a des gens qui ont eu des traumatismes, qui ont beaucoup de misère à fonctionner en société. Une fois que ça c'est dit, il y a là, on est à 232 000, presque 233 000 prestataires de l'aide sociale en 2024 au Québec. C'est comparé à 400 000 il y a 20 ans. C'est ça, exactement. Historiquement, c'est bas. Ceci étant dit, vous voulez en pousser entre 7 000 et 8 000 à travailler. Ceux qui vont être ciblés, c'est quoi le profil? En fait, on a presque la moitié qui ont peu d'expérience de travail. On a environ 40 qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. On a des personnes qui ont des problèmes psychosociaux, des enjeux de santé mentale. Et là, ce qu'on introduit dans la loi, c'est justement ces enjeux psychosociaux et la santé mentale. Et ce qu'on fait, c'est que aujourd'hui, lorsqu'une personne fait une demande à l'aide sociale, il y a une évaluation médicale. C'est un médecin qui évalue. Aujourd'hui, avec cette loi-là, ce qu'on propose, c'est que les professionnels de la santé, des professionnels de la santé pourront émettre ce diagnostic en tenant compte des enjeux psychosociaux. Et ça, c'est un enjeu, c'est une avancée là, pour notre société. Ça va aider énormément. On veut aller dans l'accompagnement. On veut ouvrir un programme qui existe depuis 2018, le programme Objectif Emploi, qui est fait aujourd'hui pour ceux qui font la demande pour la première fois. Là, des gens qui font une demande pour une deuxième fois pourront embarquer sur ce programme. Et ce que ça permet, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement, c'est d'aller vers l'emploi et ça permet d'améliorer les prestations par mois là, que les gens obtiennent. Fait qu'on améliore les conditions de vie des gens. Mais et ce qu'on veut, c'est pas pousser là, c'est pas pousser vers l'emploi, c'est une meilleure intégration parce qu'on voit qu'il y a évidemment des difficultés là plus prononcées aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Alors c'est une loi qui n'avait pas été revue et aménagée depuis un bon bout de temps. Les conditions ont changé. À l'époque, il y avait 9 de chômage. Aujourd'hui, c'est autour de 5 Il y avait, dans les premiers mois de l'année, 35 000 emplois qui n'exigeaient aucune qualification. Il y a de la place pour que des gens qui viennent faire une demande d'aide sociale puissent aller vers l'emploi. Okay. Alors, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, là, c'est salué par beaucoup de monde. Mais il y a quand même des organismes là, comme le collectif de la lutte à la pauvreté qui est pas avec vous là-dessus. Je veux vous entraîner, Mme Rouleau, sur 2 autres sujets, si vous permettez. D'abord... Est-ce que je peux juste vous dire, là, sur cette modernisation, il y a quelque chose d'important aussi. On répond à une demande qui date de plusieurs années, là. C'est un chèque par personne. Et ça, c'est important. C'est un changement de paradigme. Et on modifie la contrainte à l'emploi pour contrainte à la santé. C'est donc axé sur la personne. Et ça, c'est extrêmement important. Parfait, c'est dit. Je vous amène sur 2 autres sujets avant de vous laisser aller, Mme Rouleau. Avez-vous lu le Journal de Montréal ce matin? Je lis les journaux le matin. Qu'est-ce que vous avez pensé de la lettre de votre collègue député caquiste Yuri Chassin qui appelle la CAQ à se réveiller maintenant? Yuri, je le connais, on se parle souvent. C'est un gars qui a des idées très, disons, il est très rigoureux. Alors, je le laisse aller, c'est à lui à s'exprimer sur ce qu'il a à dire. Et comment vous avez réagi quand même en voyant quelqu'un de la grande famille caquiste envoyer une lettre comme ça où on critique les dépenses du gouvernement? On dit que la CAQ a perdu sa boussole. Ça a quand même dû vous surprendre un peu? Je vous ramène au projet de loi que je viens de déposer où justement on va fusionner des programmes, on va réduire la bureaucratie, on va réduire le nombre de formulaires, on va faciliter l'accès pour des gens pour qui c'était difficile d'avoir accès à l'aide sociale. Alors,
Il y a Bien joué, bonne réponse. On agit. Bonne réponse, Mme Rouleau. L'autre truc sur lequel je veux vous entendre, c'est le scénario qui est envisagé par l'Autorité régionale de transport métropolitain de couper potentiellement 3 lignes de train de banlieue, dont une, celle de Mascouche, qui passe un petit peu au nord de votre circonscription de Pointe-aux-Trembles. Ça va affecter certains de vos concitoyens, ça. Oui. En fait, ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, là, il n'y a aucune demande au gouvernement qui a été faite, il n'y a aucun projet qui a été présenté au gouvernement. Il y a des différents scénarios qui sont évalués par la RTM. C'est le conseil d'administration qui va prendre des décisions. Mais êtes-vous en faveur de ça, comme député de l'Est de Montréal? Je doute fortement qu'on coupe ce train de l'Est qui est quand même important. Il y a des enjeux avec le train de l'Est qu'on connaît, mais il n'est pas question pour nous de couper le train de l'Est. Donc, traduction, vous ne laisserez pas la RTM faire ça? Non. Parfait. Non, visiblement, non. Merci, Mme Rouleau. Je souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Chantal Rouleau, la ministre caquiste de la Solidarité sociale. Back at home, we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world. Ce sont les mots suivis des applaudissements du milliardaire Jared Isaacman. C'est un touriste spatial, le premier touriste spatial à effectuer une sortie dans l'espace dans le cadre d'un vol privé et le vol privé est assuré par SpaceX, la compagnie de Elon Musk. Tout ça se passait il y a quelques minutes. Ça se passait à une altitude 3 fois plus élevée que l'orbite de la Station spatiale internationale. 4 astronautes à bord de ce vaisseau spatial. Ce qu'il a dit, M. Isaacman, c'est, vous l'avez peut-être un peu entendu, là, mais je vais traduire, c'était pas très bon comme son. À la maison, on sait qu'on a beaucoup de travail à faire, mais d'où je suis, d'où je regarde la Terre, ça ressemble à un monde parfait. Frédéric Pelletier est spécialiste en aérospatial, ancien navigateur en chef pour la NASA. Monsieur Pelletier, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. C'est historique ce qui s'est passé ce matin, il y a quelques minutes, là. Ben oui, tout à fait. C'est le premier vol privé qui fait une sortie dans l'espace. D'habitude, quand on fait une sortie dans l'espace, on est un astronaute rattaché à un programme national. Effectivement, la NASA ou les Européens ou les Russes ont fait ça. Les Chinois, c'est la première fois que c'est le privé qui fait ça. C'est exceptionnel parce que ça l'ouvre la porte vers un nouveau monde, selon moi. C'est pas juste de la science-fiction, là, ça se passe pour de vrai. Puis même si c'est des milliardaires présentement qui financent le tout puis qui le font, ça augure bien pour les générations futures. Ça augure bien de quelle façon? Pensez-vous que ça va devenir usuel d'aller dans l'espace? Ben, je pense que oui, en autant que ça reste sécuritaire puis qu'il n'y ait pas d'accident, mais même s'il y en a, c'est la destinée humaine, je crois, d'explorer. Puis on voit qu'il se développe la technologie à la vitesse de la lumière. Selon moi, là, ce qui se passe, c'est phénoménal. Monsieur Pelletier, vous avez dit, là, ce sont seulement des astronautes reliés à des programmes nationaux qui l'avaient fait autour de différents engins, la navette spatiale, la Station spatiale internationale. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, même si c'est un exploit, est-ce que techniquement, avec l'état des connaissances, c'est à ce point compliqué? Ça reste toujours très compliqué, le voyage spatial. On ne peut rien prendre pour acquis. Au niveau de la sécurité, il y a un nouvel enjeu qui se dessine. Là. Ben, en fait, il est là, mais le monde ne s'en rend pas tellement compte. C'est les débris spatiaux, un monde dans lequel je travaille. De protéger les astronautes et les enjeux spatiaux à ces débris-là va constamment mettre l'humain au défi de rester innovateur pour se protéger. S'il était arrivé un pépin à ces astronautes-là, il n'y a quand même pas de plan B, il n'y a pas de plan de secours. Là. Si le câble pète ce matin, le pauvre astronaute milliardaire, c'en est fait de lui. Oui, mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont allés de façon prudente et petit à petit, si tu veux, ils sont restés attachés le demi-corps sorti juste pour tester la combinaison spatiale qui c'était l'objectif de la mission. Là. Et probablement que de petit à petit, ils vont pouvoir faire des missions plus détaillées, plus compliquées. Fait que
effectivement, s'il y avait eu un gros pépin, on pourrait parler d'une catastrophe. L'espace, c'est le risque à prendre. Monsieur Pelletier, vous me permettrez d'être un petit peu plus, superficiel pour la dernière question. Vous avez travaillé pour la NASA, vous avez été navigateur en chef. On voit les combinaisons des astronautes de la NASA et autres qui sont énormes, qui sont très... ça n'a pas l'air d'être hyper confortable. Là, les astronautes de SpaceX... Ils ont l'air d'être dans un film de science-fiction. Ça a quasiment l'air d'être à la mode, leur combinaison. Avez-vous trouvé ça pas mal cute? Bonne question. Je pense que ça fait partie du plan de mettre ça attrayant puis futuristique. C'est un peu comme les Tesla d'Elon Musk. On les achète parce qu'ils sont cool. C'est ça qui se passe. C'est comme ça que je vois ça. Mais je doute pas qu'ils sont un peu inconfortables parce qu'il faut qu'ils protègent bien l'humain de tous les problèmes possibles. Peut-être que ça va inspirer la NASA pour les prochains costumes. Merci d'avoir été avec nous, M. Pelletier. Je vous souhaite une excellente journée. Ça fait plaisir. Au revoir. À la prochaine. Frédéric Pelletier est un spécialiste en aérospatial, ancien navigateur en chef pour la NASA. Voici Patrick Lagacé. Léa Clermont-Dion, vous la connaissez, militante féministe. Elle écrit des livres, elle fait des documentaires sur la question du consentement sexuel. Toutes sortes d'enjeux qui touchent les femmes. Nous arrive avec un livre qui est destiné aux jeunes et qui s'intitule « Salut, ça va ». Bonjour Léa. Bonjour Patrick. Avant de parler du livre, il y a quelques jours, la décision est tombée. Michel Venn, contre qui tu avais porté plainte, qui a mené à ce procès, l'ancien journaliste, qui a été débouté en appel, donc le jugement. La décision de la première instance a tenu le coup. Il devra purger une peine pour t'avoir fait une agression sexuelle. Ouais. Ça a été quoi ta réaction quand tu as vu ça à RDI? Un grand soulagement, je te dirais. C'est sûr qu'il n'y a pas de réjouissance ou de sentiment de joie qui vient avec ça. Par contre, soulagé que ça soit terminé parce qu'il faut mettre en contexte les gens. Moi, j'ai porté plainte donc en 2017, il y a quelques années de ça. Et le verdict, finalement, de la Cour supérieure est arrivé en 2021. Et là, j'attendais finalement la réponse de la Cour d'appel. Puis ça a pris quand même quelques années. Et ça a pris plus de 2 ans. Exactement. Quasiment 3. Donc, ce sont des délais qui parfois peuvent être pesants dans une vie. Alors moi, je suis soulagée que ça soit enfin terminé. J'aurais pas pu continuer comme ça. Là. Tu m'as déjà dit, Léa Clermont-Dion, que si tu avais pu, tu n'aurais pas pris la voie des tribunaux. De simples excuses, quand tu as abordé ça avec Michel Venn, de simples excuses auraient fait l'affaire. Des excuses honnêtes, sincères, une lettre où on exprime certains remords, mais le déni, des fois, ça peut être violent, en fait. Le déni jusqu'au bout du processus aussi, ça peut être assez spectaculaire et dérangeant. Oui, tout ça aurait pu juste se terminer là, avec une vraie lettre d'excuse, mais sincère, hein? On s'entend parce que des fois, ça peut être autre chose. Moi, je veux dire, c'est sûr que le processus judiciaire, c'est complexe, c'est compliqué, c'est libérateur dans certains cas, mais c'est quand même laborieux quand on a des jeunes enfants, qu'on étudie, etc. Quand on a une vie. Oui. Quand on a une vie, c'est compliqué. C'est toujours compliqué de toute façon. Alors, j'aurais bien aimé me passer de ça, mais il fallait ce qu'il fallait. À un moment donné, il fallait que justice soit faite. OK, passons à ton livre maintenant. Oui. Ça s'intitule « Salut, ça va dialoguer pour prévenir les violences sexuelles ». Bon. La mise en page est très attrayante, très jeune. Très jolie, très beau. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux jeunes de 14, 15, jusqu'à 20 ans, je dirais, mais aussi particulièrement aux garçons. Ça s'adresse aux parents, ça s'adresse également aux enseignants du secondaire, du cégep, etc. Mais tu sais, moi, Patrick, ça fait près de 15 ans que je parle, d'égalité, des enjeux, je dirais, de conditions féminines. Mais à un moment donné, je me disais, moi, je suis tannée de parler à ma gang. Puis j'aimerais ça parler à ceux qui ne me lisent pas. C'est-à-dire particulièrement les jeunes hommes. Parce que quand je vais dans les salons du livre, il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent me voir puis qui sont déjà super conscientisées, puis je vais continuer de leur parler. Mais là, j'avais le goût d'entamer un dialogue avec des gars. Et depuis que j'ai eu mon fils, en fait, je me suis rendu compte finalement que peut-être que ce que j'avais appris dans les dernières années, je pouvais aussi le partager à un jeune public.
Il y a des anecdotes dans le livre, justement, qui sont tirées de tes visites auprès de jeunes et de jeunes hommes. Oui. Par exemple, tu as été embauché par la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour faire de la conscientisation auprès des jeunes des équipes. On sait qu'il y a eu des scandales sexuels dans le hockey junior. Sans mettre de lunettes roses, comment ça s'est passé? Pour ce qui est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça s'est passé en ligne parce que je pense que l'association n'avait pas les ressources nécessaires pour m'envoyer sur le terrain dans les maritimes. Donc, c'est sûr qu'il y a une barrière avec le numérique qui fait en sorte que c'est peut-être moins chaleureux que, par exemple, mon expérience au CF Montréal où j'ai rencontré des jeunes joueurs Les jeunes de l'académie. De l'académie, effectivement, en présentiel, j'aime pas ce terme. Mais par contre, j'ai ressenti que lorsque je présentais un extrait de « Je vous salue, salope » comme élément de conscientisation, quand je parlais de Raytea Person, qui est cette jeune fille qui a vécu un viol collectif et il y avait eu des images qui avaient été prises du viol et qui avaient été diffusées largement, elle avait vécu de la cyberintimidation. Et Raytea s'est enlevé la vie. Et il y a le père de Raytea Person dans le film qui raconte ça puis qui parle d'un système de protection finalement des agresseurs. Et quand je présentais ça aux joueurs de hockey, là, je sentais qu'il y avait vraiment un sentiment d'empathie qui se développait. J'avais l'impression que je leur parlais et que ça résonnait. Puis ça, c'était un apprentissage que j'ai fait dans les dernières années en travaillant justement en formation en pédagogie. L'émotion est très importante. Il faut sortir de la théorie. Il faut leur parler. Puis il faut leur expliquer aussi ce que c'est le consentement parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Je me suis rendu compte que c'était mal compris comme notion. Bien, tu racontes dans le livre une visite dans une école secondaire. Oui. Et il y a des jeunes garçons qui disent, ben oui, mais là, écoute, même si la fille est saoule, c'est correct, on peut avoir une relation sexuelle avec elle. Exactement. Ou encore, il y a beaucoup de jeunes qui pensaient que lorsque quelqu'un dort, c'est pas grave, en fait, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Mais le consentement n'est pas libre et éclairé si la personne est en état d'intoxication avancée ou d'intoxication tout court ou si elle dort. Donc, c'est d'essayer de démystifier tout ça parce qu'on pense qu'ils savent, ces jeunes-là, mais pas nécessairement. MeToo est arrivé en 2017, justement. Oui. Et les plus jeunes générations, quand je disais est-ce que vous savez ce que c'est? La plupart ne savaient pas, puis on peut comprendre pourquoi. Ça fait un certain nombre d'années. Et donc, avec plein de discours qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc., on voit beaucoup de désinformation sur ces enjeux-là. On colporte beaucoup de mythes. Par exemple, l'idée que les personnes qui portent plainte pour agression sexuelle mentent souvent. Ou encore le fait, il y a même une banalisation du viol là, chez certains TikTokers assez radicaux. Ah ouais, sur les réseaux sociaux. Qui appartiennent à la frange masculiniste, qui disent que la seule agression sexuelle valable, c'est le viol. Donc, ce sont des discours... Valable? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire, c'est-à-dire la plus importante, la plus grave, c'est le viol. Les attouchements ne sont pas considérés comme des actes graves, selon certains, alors qu'on sait très bien que les agressions sexuelles de toute nature sont graves. As-tu l'impression que ces visites-là, dans les écoles, dans les groupes sportifs, etc., as-tu l'impression que c'est utile ou des organisations veulent juste se dire, OK, on a une liste, là, on a parlé de prévention de l'agression sexuelle, on a parlé de consentement, check. Je pense que c'est les deux. Il y a des organisations qui sont vraiment de bonne foi et qui veulent recevoir des gens comme moi ou d'autres pour discuter parce qu'ils veulent avancer et se transformer. Il y en a d'autres qui nous instrumentalisent. Et j'en suis consciente, qui veulent avoir leur petite liste puis dire, moi, aujourd'hui, c'est fait. Mais si les coachs, si la direction de l'organisation est pas consciente elle-même de ces enjeux-là, comment est-ce que tu veux changer une culture? Alors, tu sais, moi, après Hockey Canada, tout ce qui s'est passé, j'ai trouvé ça... Le scandale du viol collectif à London, là. Ouais. Oui, puis je veux dire, le fond des agresseurs, on appelle ça le fond des agresseurs, un fonds d'impunité qui était, utilisé pour, disons, couvrir... Pour régler des problèmes en douce. Oui, exactement. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment choquant comme situation. Puis, tu sais, justement, moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, je peux pas rester assise dans mon salon à rien faire. Il faut agir. Je me suis rendue à la Chambre des communes. Les députés conservateurs dormaient quand je parlais parce qu'ils m'avaient invité sur le comité de conditions féminines dans le sport. Et, tu sais, il y en a qui dormaient. Je me disais, voyons, c'est un vrai enjeu. Il faut travailler. Il faut agir. Sinon, pourquoi est-ce qu'on agit seulement quand il y a eu le scandale, quand l'acte est arrivé? C'est possible de prendre ces jeunes-là puis leur expliquer le consentement. Moi, je pense que c'est possible de prévenir des viols collectifs.
Léa Clermont-Dion, merci. Bravo pour ce que tu fais. Le livre s'intitule « Salut, ça va ». Ça s'adresse aux jeunes, surtout aux jeunes gars. C'est une invitation au dialogue, je tiens à dire, et un dialogue non culpabilisateur. On est dans l'ouverture, il faut se parler. Pour l'avoir lu, ce sont les mots exacts. Merci beaucoup, chère Léa. On va y aller maintenant sur un thème un peu plus léger. Il y a un mystère qui a été résolu. C'est un mystère qui a confondu beaucoup de gens à Ottawa parce que au Château Laurier, qui est un hôtel célèbre d'Ottawa, de la capitale fédérale, il y a une photo de Winston Churchill qui a été volée. On s'en est rendu compte en 2022. Et quand je dis que c'est une photo célèbre, c'est une des photos les plus célèbres de l'ancien premier ministre britannique qui avait mené les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une photo qui a été prise par le Canadien Youssouf Karch, qui avait lui-même donné cette photo-là au Château Laurier. La photo, le tableau, si on veut, a été retrouvé tout récemment, très, très loin d'Ottawa. Michel Prévost est président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Il est au bout du fil. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Bon, expliquez-moi d'abord, là, qu'est-ce qui s'est passé avec la photo de Winston Churchill prise par Youssouf Karch? Elle a été volée au Château Laurier. Oui, et on ne sait pas quelle journée exactement, mais ça s'est passé pendant le temps des fêtes en 2001, entre le 2021. 21, tout à fait, excusez-moi. Et comment est-ce que le château a pu découvrir ça? On a demandé aux gens de leur faire parvenir des photos qu'on aurait prises du portrait et on se rend compte que le cadre est plus petit. Alors, tout est en place avant Noël, puis au début janvier 2022, on se rend bien compte que c'est pas le même portrait. Le cadre n'est pas le même, mais c'est quand même très audacieux. Comment est-ce qu'on a fait pour voler ce portrait-là? C'est dans un lieu public, là. C'est au rez-de-chaussée, ce qu'on appelle le reading room, là. Et ça prenait aussi des outils pour enlever ce portrait-là et en remettre une copie. Alors, j'aime à dire que Arsène Lupin a passé les fêtes 2021 au Château Laurier. Mais dites-moi, là, on le sait, là, la photo célèbre de M. Churchill a été remplacée par une copie. Mais est-ce que ça a une si grande valeur que ça? Je veux dire, c'est pas une photo, c'est pas une peinture de Léonard de Vinci là, dont on parle ici. En fait, la valeur monétaire est évaluée à 136 000 $. C'est beaucoup plus une valeur historique patrimoniale parce que ce portrait-là est fait à partir d'un négatif d'origine. Et de nos jours, on ne peut même plus reproduire, même si on a accès au négatif, on ne peut plus reproduire des portraits de Karch. Alors, ça a une grande valeur historique d'une part, mais d'autre part, pour le Château Laurier, moindre mesure, c'est comme si le Louvre se faisait à nouveau voler la Joconde. Il faut savoir que Karch a habité avec sa deuxième femme au Château Laurier. Il a eu son studio de 72 à 92 et il a donné en 1998 des portraits au Château Laurier, dont le plus célèbre, et vous avez raison de dire que c'est un portrait célèbre, selon des économistes, c'est le portrait le plus reproduit dans l'histoire de la photographie. Alors, c'est un bien patrimonial pour le Château Laurier. C'est pour ça que la directrice générale, Mme Dumas, était si désemparée. Mais là, M. Prévost, le portrait a été retrouvé. Racontez-nous où et comment il a été retrouvé. Quelle histoire. En fait, ça a été vendu à une vente aux enchères chez Sotheby's à Londres. C'est un Italien de Gênes qui l'a acheté. Mais à l'époque, on ne savait pas que le portrait avait été volé parce que ce n'est qu'au mois d'août, 6 mois plus tard, plus de 6 mois plus tard, qu'on s'est rendu compte que le portrait avait été volé. Alors, à Londres, quand il y a eu les enchères, il n'y avait aucune façon de savoir que le portrait a été volé. Là, comment est-ce qu'on a retrouvé? En fait, c'est une enquête internationale. La police d'Ottawa a remercié la police métropolitaine de Londres et selon la police d'Ottawa, c'est une des enquêtes les plus compliquées qu'ils ont menées à ce jour. On n'a pas les détails.
on va en savoir plus le 19 septembre, parce qu'il y a 2 policiers d'Ottawa qui vont aller en Italie, à Rome, et il va y avoir une cérémonie de remise, et on nous dit que là, on va avoir plus d'explications. Tant qu'au coupable, il y a une ordonnance de non-publication, mais on sait qu'il est accusé de vol, de recel. Alors, on approche là, tout ce qu'on sait pour l'instant. C'est un citoyen de North Bay, en Ontario, et on n'a pas d'autres détails. Alors, la saga continue, mais cela dit, plus le temps passait, plus les études nous démontrent que les chances de retrouver une œuvre d'art comme ça, ça m'ennuisait. Alors, c'est vraiment une grande surprise et qu'on ait pu retracer ce fameux portrait de Winston Churchill. Donc, tout est bien qui finit bien. Le Arsène Lupin de North Bay a été pris la main dans le sac. Merci d'avoir été avec nous, M. Churchill. Je vous souhaite une bonne journée. Monsieur Churchill, je peux pas croire que j'ai dit ça, M. Prévost. Au revoir. Merci, salut. C'était Michel Prévost, président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Toute une saga, vous pouvez lire ça dans les médias de l'Outaouais. Donc, le portrait de Winston Churchill qui avait été volé au Château Laurier en 2022 a été retrouvé.